Un nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France à présent. Et c'est comme chaque jour en compagnie, vous le savez, de Christophe Dard. Et Christophe, nous vous proposons aujourd'hui le portrait d'une femme qui a quitté ses États-Unis natales pour passer une grande partie de son existence en France. Il s'agit d'une certaine Gertrude Stein, poétesse, écrivaine, dramaturge et féministe. Cette femme libre et inclassable est également connue pour sa défense de la littérature et de l'art moderne, en particulier du cubisme de Pablo Picasso, mais aussi de Matisse. Gertrude Stein de la Pennsylvanie à Paris, c'est donc notre récit du jour avec vous, Christophe. Et c'est effectivement outre-Atlantique, plus précisément en Pennsylvanie, à Allegheny West, que Gertrude, née en février 1874 dans une famille juive aisée, émigrée d'Allemagne. Son père a fait fortune dans l'immobilier et les tramways. À la mort de ses parents, elle est élevée par son oncle et sa tante. Elle étudie pendant plusieurs années dans une annexe de Harvard au Radcliffe College et commence ses études en psychologie, plus précisément sur le thème de l'écriture automatique. En fait, c'est un mode d'écriture dans lequel n'interviennent ni la conscience ni la volonté. Elle étudie aussi la médecine. Bref, elle mène des études très poussées et récompensées par plusieurs diplômes. En 1904, Gertrude Stein a 29 ans et c'est là qu'elle arrive à Paris où vit déjà son frère Léo. Elle a abandonné une carrière scientifique et se passionne pour les arts et la littérature. Il faut rappeler que Paris est alors quand même l'une des capitales mondiales des avant-gardes culturelles. Effectivement, et elle est tellement fascinée par ce bouillonnement que Gertrude devient collectionneuse. Et c'est même une petite entreprise familiale qui se met en place avec son frère Léo, car lui aussi est collectionneur. Alors Léo, lui, se tourne beaucoup vers les œuvres plus classiques de l'impressionnisme, alors que Gertrude est plus audacieuse dans ses choix avec Matisse et ses toiles colorées, caractéristiques du fauvisme, mais surtout un certain Pablo Picasso. Il est arrivé en 1901 à Paris. Il est sorti de sa période bleue et rose pour commencer à aller vers un autre style qui donnera progressivement naissance au cubisme. Les deux donc deviennent proches et d'ailleurs Picasso va réaliser le portrait de Gertrude Stein où l'on sent l'influence de l'art africain mais aussi du peintre Paul Cézanne que Picasso admire. L'histoire raconte d'ailleurs que près de 90 séances de pause ont été nécessaires à Picasso pour saisir la personnalité de la collectionneuse et donc mécène d'une certaine manière et qui aurait déclaré d'ailleurs à ceux qui s'inquiétaient de la fidélité au modèle de son portrait, sous-entendez par là que son visage dans le portrait ne ressemble pas au vrai visage de Gertrude Stein, Picasso disait, vous verrez, elle finira par lui ressembler. Une véritable collection se met en place chez les Stein, au 27 rue de Fleurus, dans le 6e arrondissement de Paris. Gertrude tient un salon très prisé chaque samedi soir, mais elle finit par se brouiller avec son frère Léo en raison de divergences artistiques, mais aussi parce qu'elle tombe amoureuse de sa secrétaire, Alice Babette Toklas. Issue d'une famille de la bourgeoisie juive d'origine polonaise, elle naît à San Francisco en 1877 et arrive à Paris 30 ans plus tard. C'est un véritable coup de foudre, effectivement, entre les deux femmes. Pour Gertrude, Alice est à la fois sa cuisinière, sa secrétaire, sa confidente, mais aussi son amante, sa muse, son éditrice et aussi une critique. Elles tiennent ensemble donc le salon du 27 rue de Fleurus. On est là tout près de Montparnasse et où des peintres viennent régulièrement les visiter, comme Picasso, bien sûr, Matisse ou encore Braque. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, Stein et Toklas, par fidélité à la France, participent à l'approvisionnement des hôpitaux de campagne et au transport des blessés avec leur propre voiture. Après la guerre, Gertrude Stein et Alice Toklas tiennent toujours leur salon avec, et c'est logique compte tenu de leurs origines, la présence d'écrivains américains, d'autant que l'on est dans une période, Christophe, où la France commence à beaucoup s'intéresser à la culture américaine. Et oui, évidemment, les années de la Première Guerre mondiale ont laissé des traces de ce point de vue. Et parmi ces écrivains réguliers qui aiment Paris et qui viennent donc d'outre-Atlantique, Ernest Hemingway. Il a une vingtaine d'années lorsqu'il quitte définitivement les États-Unis pour s'installer à Paris en 1921 et entamer une carrière d'écrivain après avoir été reporter pendant la Première Guerre mondiale, notamment au Moyen-Orient. Les années parisiennes d'Hemingway donneront d'ailleurs naissance à l'ouvrage Paris est une fête. Et dans cet ouvrage, justement, le futur prix Nobel de littérature écrit « Miss Stein était très forte, mais pas très grande, lourdement charpentée, comme une paysanne. » Pas un beau compliment, mais voilà. Il ajoute « Elle avait de beaux yeux et un visage rude de juive allemande, et elle me faisait penser à quelques paysannes du nord
nord de l'Italie par la façon dont elle était habillée, par son visage expressif et sa belle lourde, vivante, une chevelure d'immigrante qu'elle relevait en chignon, sans doute depuis le temps où elle était à l'université. Elle parlait sans cesse. Je sais pas si le portrait n'est pas des plus flatteurs. C'est un peu mitigé, on va dire. C'est vrai. Bah, en tout cas, l'autre écrivain américain installé à Paris et qui devient aussi familier du salon de Gertrude Stein, c'est Francis Scott Fitzgerald. À partir de 1921, il se rend souvent en France avec sa compagne Zelda et leur fils. Oui, ils vont d'ailleurs très souvent sur la Côte d'Azur et c'est d'ailleurs en France à l'été 1924 que Fitzgerald va rédiger Gatsby le Magnifique, considéré à juste titre comme son chef-d'œuvre et qui fera l'objet de nombreuses adaptations, notamment au cinéma. Il fait lire d'ailleurs le manuscrit de Gatsby à Ernest Hemingway, à la terrasse de la Closerie des Lilas, brasserie huppée du quartier de Montparnasse, fréquentée d'ailleurs aussi par Gertrude Stein. Fitzgerald et Ernest Hemingway incarnent en fait ce que l'on va appeler la génération perdue d'expatriés américains qui sont donc souvent arrivés en France après la Première Guerre mondiale et donc ils font partie des visiteurs réguliers de Gertrude dans son salon. Fitzgerald repart aux États-Unis en 1931 avec dans ses bagages le manuscrit de son très autobiographique 4e roman Tendre et la nuit qui sera publié en 1934. Dans les années 20 et les années 1930, Gertrude Stein est une collectionneuse moins influente et son salon fait moins recette en raison aussi de son mauvais caractère qui voit beaucoup de ses proches s'éloigner d'elle. Hemingway, avec lequel elle se brouillera, dira d'ailleurs d'elle: elle se mit à ressembler, je cite, à un empereur romain, et tant mieux pour ceux qui aimaient les femmes ressemblant à un empereur romain. Mais ça aussi, c'est pas très flatteur. Depuis longtemps, effectivement, elle n'a plus vraiment les moyens de se payer un Picasso et les cubistes, parce que tout simplement leur cote sur le marché de l'art n'en a pas fini de grimper. Elle se tourne donc vers des peintres moins connus, qui sont pas d'ailleurs forcément dans l'air du temps, et elle s'adonne en fait surtout dans ces années-là à la littérature. En 1933 paraît ainsi Autobiographie d'Alice Toklas, son œuvre la plus connue et la plus facile d'accès. D'ailleurs, on commence à parler d'elle dans la presse française notamment, et le succès de son livre lui vaut même une tournée de conférences aux États-Unis. Mais la guerre, bien sûr, éclate, 1939, et en tant qu'américaine, juive et lesbienne, elle doit se réfugier au plus vite avec sa compagne. Alors, elle part en zone libre après l'occupation dans une maison louée depuis plusieurs années dans un village de l'Ain. Pourtant, il faut le préciser, l'ambassade américaine avait bien prévenu Stein et Toklas, comme tous les ressortissants américains, qu'il fallait quitter la France, et ce dès le printemps 1940. D'abord expulsées de la maison qu'elles occupaient dans l'Ain, les deux femmes en trouvent une autre grâce à une proche de l'écrivain Paul Claudel. Le maire de la commune s'engage alors à les protéger. Et cette période de l'occupation est marquée par certaines ambiguïtés d'ailleurs concernant Gertrude Stein. Elle est ainsi proche d'un certain Bernard Fay, un collaborateur pétainiste, et elle envisage même un temps de traduire les discours de Pétain, mais comme l'écrit son biographe Philippe Blanchon, elle stoppe net ses traductions quand elle découvre le premier discours ayant trait au statut des Juifs en France. Et je le rappelle que ce texte avait été signé de la main même du maréchal Pétain. Alors évidemment, vous allez peut-être vous demander ce que devient la collection de Gertrude Stein. Eh bien, son biographe, là encore, Philippe Blanchon, qui est un peu le biographe officiel, raconte que 2 semaines avant le départ des troupes allemandes de Paris, la Gestapo a forcé l'appartement du 27 rue de Fleurus à repérer le contenu, tout ce qu'il y avait dedans, en vue d'y revenir le lendemain, donc sans doute de saisir ce qu'il y avait. Et c'est là que visiblement la secrétaire de l'imprimeur qui occupait le rez-de-chaussée de l'immeuble a fait changer les serrures sans que l'on sache si cela a permis de préserver la collection. Toujours est-il que Gertrude Stein la retrouvera, cette collection presque intacte, en décembre 1944 après son retour à Paris. D'ailleurs, un retour un petit peu triomphal, on peut dire, puisqu'elle avait été escortée avec Alice Toklas par des GIs américains, et le fait que Gertrude et Alice soient saines et sauves avait même fait l'objet d'un article dans le magazine Life, preuve quand même de la popularité de Gertrude Stein. Et de cette période de l'occupation, elle en fera un livre, Les guerres que j'ai vues. Elle meurt le 27 juillet 1946 à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine des suites d'un cancer. Elle est inhumée au Père-Lachaise. Merci beaucoup Christophe pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France consacré donc à la vie passionnante de Gertrude Stein. On aura, je suis sûre, l'occasion d'en reparler sur Radio.